Bonjour, je suis Henri Frelon de VG Police Valais. Avec Marie-Pierre Cassagne, responsable de l'unité précompétitive de VG Police Valais, nous vous souhaitons bienvenue euh, à ce webinaire de présentation des résultats de la première des 24 tâches du projet Climat-Vège à se terminer, laquelle porte sur la gestion collective de l'irrigation. Cette présentation à l'attention des partenaires du projet sera enregistrée car plusieurs personnes se sont excusées, notamment du fait de la proximité des fêtes. En termes de déroulement, nous vous proposons une intervention à plusieurs voix de 45 minutes qui sera suivie d'un temps de questions-réponses pour une fin à 14h30. Vous pouvez poser les questions tout au long de la présentation sur le chat qui vous est proposé. Et merci, comme vous l'avez vu peut-être précédemment, de couper votre micro et votre caméra pour privilégier les intervenants. Les résultats qui vont vous être présentés sont issus du projet Climat-Vège, qui est cofinancé par les régions Pays de la Loire, Bretagne et l'ADEME Bretagne et les partenaires. C'est un projet de recherche et d'expérimentation sur l'adaptation des filières du végétal au changement climatique via la production et le partage de connaissances pour co-construire avec des agriculteurs des scénarios d'adaptation à ces changements climatiques et les évaluer et expérimenter en parallèle des leviers, que ce soit en lien avec les plantes sur leur choix, leur adaptation, ou des leviers liés au sol à travers la couverture ou sa microflore, et bien évidemment des travaux sur l'eau en lien avec l'efficience de l'irrigation, d'où ce triptyque eau, sol, plante que vous revoyez sur le projet Climat-Vège. C'est un projet qui a débuté il y a 3 ans, qui se clôturera début 2025 par une présentation de l'ensemble des résultats. Et en primeur, en tant que partenaire du projet, il vous est proposé et présenté les résultats sous forme de webinaire de ce type. En l'occurrence, la tâche 4.6 de Climat-Vège a permis la mise en œuvre sur le terrain d'un démonstrateur de modalités de gestion collective de l'irrigation afin d'en mesurer l'intégrabilité et la faisabilité, ceci en couplant l'optimisation individuelle de l'irrigation via l'emploi de sondes et une approche collective dynamique sur les prélèvements d'eau, la possibilité de prélèvement d'eau en fonction de la ressource disponible via l'application développée par Aquasis. Ce webinaire, il est co-construit avec Nicolas Pillet de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, qui a repris le pilotage de la tâche dans la continuité d'Alexandre Chéniaud. Et les 3 principaux acteurs de ces travaux, 2 entreprises, Winat, qui est représenté aujourd'hui par Pierre Giquel, et Aquasis, qui est représenté par Dominique Terrier, et également Marianne Lefebvre, enseignante-chercheuse à l'Université d'Angers, qui nous a rejoints en cours de projet et a ainsi permis de faire plus que ce qui était initialement prévu dans le projet. Je vais maintenant laisser la parole à Nicolas pour la présentation de cette tâche, ses enjeux, ses objectifs et la démarche mise en œuvre. Nicolas, je te laisse la parole. Tu n'as pas mis ton micro, tu n'as pas ouvert ton micro. Oui, bonjour, Nicolas Pillet, donc conseiller eau irrigation à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc, cette tâche 4.6 avait pour objectif de tester donc l'acceptabilité et l'intégrabilité de la condition de mise en œuvre de dispositifs PSE, donc paiement pour services environnementaux, ou éventuellement des droits d'eau dérogatoires dans le cadre de modalités de gestion collective de l'irrigation. Donc, les partenaires ont déjà été présentés succinctement. Il y a Winat, Aquasis qui a travaillé aussi d'un point de vue théorique avec le consortium RSO sur l'outil qui a été mis à disposition des agriculteurs et l'entreprise BA et l'entreprise et l'université d'Angers qui a permis de faire les études à la suite pour l'acceptabilité. Donc l'objectif c'était de voir comment on peut favoriser individuellement ou collectivement une irrigation éco-efficiente qui s'adapte à la dynamique de la ressource en eau et de ses disponibilités. Et puis le test a été fait sur le bassin versant de l'Othion, sur lequel en fait la Chambre d'agriculture et organisme de gestion collectif, la Chambre d'agriculture détient l'autorisation unique de prélèvement et a la possibilité de répartir en fonction des besoins la ressource en eau. Donc, pourquoi cette expérimentation? Donc, aujourd'hui, la gestion de la ressource
se fait de deux manières. En fait, on a une gestion structurelle avec une autorisation de prélèvement pluriannuelle détenue par l'OUGC qui répartit les volumes à tous les utilisateurs agricoles. Et puis, on a une gestion conjoncturelle qui est faite par la DDT au titre des arrêtés sécheresse en cas de rareté de la ressource. Et donc, il va définir différents niveaux de restriction. Il n'y a pas vraiment du coup, de gestion anticipée et adaptative de la ressource, si bien que les restrictions sont subies. On pourrait avoir une gestion qui soit plus une anticipation, d'où l'intérêt de ce démonstrateur et de cette expérimentation qui a été mise en place. D'autre part, aujourd'hui, on n'évalue pas du tout la modération ou la performance à laquelle les agriculteurs utilisent l'eau. Et donc, il peut y avoir une forme d'inéquité qui peut être observée ou ressentie par les agriculteurs. Donc, ce démonstrateur a permis, donc, avec des agriculteurs, de tester sur le terrain donc l'ensemble, donc une acceptabilité, une intégrabilité et une condition de mise en œuvre d'un dispositif de type paiement pour service environnemental ou droit de dérogatoire dans une modalité de gestion collective, en testant le service RSO qui a été mis dans une application mobile et en s'appuyant sur une mesure en temps réel d'un score d'éco-efficience qui retranscrit les efforts de gestion de l'irrigant, et donc en quelque sorte c'est dans quelle mesure il est parcimonieux sur son usage en eau, et puis aussi le mérite selon le contexte de la ressource. Et ce score donc se détermine dans un cadre conceptuel, contractuel, avec des contreparties financières ou éventuellement une disponibilité supérieure d'eau en fait en compensation de la parcimonie et de l'efficience en fait des volumes d'eau utilisés. Donc le concept général il est là, donc c'est en fonction du stress et des besoins ressentis par la plante, l'effort consenti par l'agriculteur va être plus ou moins important s'il y a un besoin fort d'irrigation et qu'il y a une pression sur la ressource qui est importante. Donc, l'objectif, c'est quand il y a une pression qui est très forte et qu'il y a un stress qui est peu ressenti par la plante, l'objectif, c'est d'essayer de dissuader l'irrigation. Et puis, si vraiment il y a une pression très forte et que les stress sont forts, l'idée, ça va être comment on va encourager ou compenser un effacement éventuel ou partiel de l'irrigation. Et puis derrière, comment on va évaluer cette efficience ou cette parcimonie de l'irrigation. On peut continuer. Donc, il y a ce dispositif repose en fait sur différents, donc sur l'octroi à l'agriculteur d'être calculé sur un score. Donc, on a une gestion collective qui va donc évaluer un score de performance individuel et en contrepartie va pouvoir donner soit un droit d'eau dérogatoire, soit une aide financière. Et puis derrière, l'objectif aussi, c'est que cette modalité de gestion soit reconnue au niveau des filières pour une valorisation en tant qu'une certification environnementale ou éventuellement une marge additionnelle. Pour autant, nous, notre travail c'est principalement porté sur le lien entre la gestion collective et les agriculteurs et on n'a pas été plus loin au niveau des filières agroalimentaires. Ce n'était pas vraiment l'objet de ce démonstrateur, mais l'idée, elle est quand même là, c'est comment on valorise tout ce travail derrière aussi. Donc, cette expérimentation a été mise en place, donc, comme je vous l'ai dit, sur le bassin de l'Othion, avec 10 agriculteurs testeurs en production de maïs, grain ou fourrage, parce que c'est une culture en fait dont on connaît très bien les besoins et qui a été très documenté. Donc, le pilotage a été fait par la Chambre d'agriculture, donc dans un premier temps par M. Chenot, puis par moi-même. Donc, on a acquis des données au travers de capteurs communicants grâce à Winat, mais aussi d'autres capteurs comme des compteurs connectés qui permettaient de mesurer en temps réel le débit avec la CACG, aussi des capteurs d'humidité et des stations météo.
Le fourniture de services numériques, c'est fait par Aquasys, qui va développer, dont Dominique Terrier plus tard va vous développer après l'usage. Et on avait aussi un suivi expérimental de précision fait par l'INRAE, une analyse des retours d'expérience et du paramétrage du mode de gestion. Et enfin, tout ceci a été chapeauté par une étude socio-économique d'acceptabilité de ce type de dispositif au travers du projet Behave de l'Université d'Angers. On peut avancer. Donc, on va faire un zoom dans un premier temps sur les résultats issus donc de la mise en œuvre chez les agriculteurs. Donc, chacun des partenaires va exposer son avis et puis après, je reprendrai la parole pour les conclusions de l'ensemble de cette expérimentation. Donc, je vais laisser la parole donc à Winat qui a sur le pilotage d'irrigation à l'aide des sondes. Je te laisse la parole, Pierre. Merci, bonjour à tous. Donc Pierre Giquel, je suis responsable produit chez Winat. Donc dans le cadre de cette tâche ClimaVeg, ont été mis à disposition des kits de tensiomètre donc pour le suivi du pilotage de l'irrigation. Ces tensiomètres ont été installés chez 8 agriculteurs. C'était sur 2 saisons, donc 2 saisons très hétérogènes. On voit donc bien mesuré par les capteurs mis en place. On voit une saison 2021 beaucoup plus humide que la saison 2022, beaucoup plus sèche. On ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les données mesurées. Globalement, le retour de ce qu'on a appris dans ce projet avec la mise en place, je veux bien que tu passes à la diapo suivante. C'est que la prise en main de ce type de capteur est pas forcément évident. Il y a un besoin d'expertise par l'agriculteur. Les données de tensiomètre, c'est pas quelque chose qu'on peut installer dans une parcelle et suivre tout de suite très efficacement son pilotage d'irrigation. Ça reste du matériel aussi, donc il y a eu pas mal de problématiques, notamment d'émissions dans le cadre du projet sur les capteurs installés. Et donc ça demande un besoin d'implication de la part des agriculteurs. On voit là sur la photo l'installation de rallonge dentelle ou des choses comme ça, parce que forcément les capteurs d'irrigation au niveau du sol, quand la culture pousse, il y a souvent des problèmes d'émission. Donc ce qu'on a appris dans le cadre de ce projet, au travers des expérimentations mises en place chez les agriculteurs, c'est que le pilotage d'irrigation, il généralisera vraiment avec l'aide de solutions plus faciles d'accès. Donc, je veux bien que tu passes la diapo d'après. Donc, en conclusion sur le suivi de l'utilisation de ces capteurs par les agriculteurs, alors c'est sûr que les capteurs connectés pour le pilotage d'irrigation vont permettre de piloter avec précision un démarrage d'irrigation, suivre l'efficience des irrigations sur la, la- la réserve utile, gérer vraiment au plus finement son calendrier d'irrigation par rapport aux précipitations qu'on peut avoir en saison, suivre la fin d'irrigation, mais la problématique, c'est plutôt que dans le cadre vraiment d'une gestion d'économie d'eau, vraiment pour avoir dans ces leviers de sobriété, les capteurs vont être un peu limités parce que on va vraiment des fois avoir un effet un peu contre-performant pour économiser l'eau dans le sens où le capteur va voir que c'est sec et du coup va pousser l'agriculteur à vouloir arroser. Donc c'est pour ça que la gestion collective pour économiser de l'eau, elle doit se faire par d'autres outils, notamment des calculs de score que Dominique de Aquasys va vous présenter. Merci Pierre. Alors je vais mettre ma caméra. Donc bonjour à tous, je suis Dominique Terrier, je suis le directeur associé d'Aquasys en charge de l'innovation et j'étais le chef de projet du projet RSO. Donc je vais vous présenter les éléments qu'on a mis en œuvre sur ce projet. Donc c'est un projet qui a duré 4 ans, qui a mobilisé 4 partenaires pour un budget de près de 3 millions d'euros. Donc on est parti au début sur la piste des paiements pour services environnementaux quantitatifs, puisqu'on était au moment du début de la réflexion sur la réforme de la PAC. Malheureusement, cette piste n'a pas pu se concrétiser, donc on va en reprendre un peu plus tard, mais donc c'était ça l'origine du projet. Et RSO, donc ambitionne de mélanger, le nom du projet, c'est un mélange de RSE et de eau, pour bien intégrer l'eau dans la logique RSE.
On est assez vite parti sur l'idée d'un score de performance qui devait associer à la fois l'effort de gestion, l'effort de parcimonie, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, réalisé par l'agriculteur, et un facteur de pondération qui est le mérite. Et le mérite, c'est un indicateur, une valorisation supplémentaire de l'effort qui est défini par le gestionnaire de la ressource, par l'OUGC, pour renforcer le caractère incitatif du score. Donc l'effort, on l'a mesuré par rapport au niveau de remplissage de la réserve utile, en considérant que quand le remplissage du sol est à l'optimum agronomique, l'effort était nul. Quand on atteint le seuil de stress, là, l'effort était maximum. Et après, on a tout un gradient entre ces deux niveaux-là. Et le score, en fait, c'est un indicateur intégratif, c'est-à-dire qu'il se constitue pendant la campagne, il s'incrémente chaque jour. Donc chaque jour, on va calculer quelle est la réserve utile et valoriser comme ça chaque jour un petit incrément de score pour construire un effet nudge sur le score. Donc Henri, si tu veux bien passer. Donc l'agriculteur avait entre ses mains, donc ça c'est les maquettes initiales, une application mobile avec ces trois gammes d'indicateurs. Le premier, c'est une vision très quantitative de l'eau qu'il consomme et où est-ce qu'il en est dans sa consommation. Avec un premier indicateur d'effort, c'est l'eau économisée par rapport à un référentiel territorial. Deuxième niveau, c'est une vision instantanée du remplissage de la réserve utile de son sol, on commence à lui donner des indicateurs sur le niveau d'effort. Donc là, dans le cas qui est illustré, on voit que l'agriculteur, il est dans une gamme d'efforts qui est premier niveau. Donc il voit que ce jour-là, il est à un niveau performant. Et la partie droite, c'est la vision intégrative, donc il s'incrémente chaque jour. Donc on a repris en fait les couleurs de l'ADEME, puisqu'on était financé par l'ADEME. Et vous voyez, ce score, il croît de jour en jour. Enfin, il a vocation à croître de jour en jour et à indiquer. Donc le premier cercle, DD1 et DD2, c'est les droits d'eau dérogatoires niveau 1, niveau 2, et le niveau de contrepartie à l'hectare que pouvait prétendre l'agriculteur. Voilà, c'est ces éléments-là qu'on a mis en œuvre sur le projet. Je te passe la main, Marianne. Merci. Donc, Marianne Lefebvre, enseignante et chercheuse à l'Université d'Angers. Merci à Climat-Veg et aux autres partenaires du projet de nous avoir laissé une place pour travailler sur l'acceptabilité. Donc, on est une petite équipe d'économistes et on a des méthodes pour évaluer l'acceptabilité de programmes. Oui, tu peux passer à la suivante. La diapo suivante, s'il te plaît, Henri. Merci. Donc, donc l'idée, c'était d'aller au-delà des 9 agriculteurs qui ont testé les capteurs et l'application avec Aquasis et Winat. Donc on a, d'abord il a fallu qu'on s'approprie le sujet, essayer de voir qu'est-ce qui pouvait être des freins ou des leviers pour l'acceptabilité. Et on a d'abord été sur le terrain, rencontrer des agriculteurs et des conseillers en irrigation, donc 25 au total, pour une approche exploratoire où on a envisagé plein de modalités différentes de mise en application, de mise en œuvre sur le terrain de ce dispositif, pour voir ce qui était plus ou moins acceptable. Et à partir de là, on a fait un focus sur certains aspects du dispositif qui nous semblaient particulièrement problématiques, ou en tout cas constituer des freins a priori importants, qui portent sur le partage des données, dans un premier temps. Et l'autre point, c'était quelle récompense pour les agriculteurs qui accepteraient de s'engager dans un dispositif qui peut paraître un peu lourd, à la fois en termes de matériel, d'habitude à gérer toutes ces infrastructures numériques, et le partage des données. Et donc, comme l'a dit Dominique, au départ était envisagé un paiement, une récompense sous forme d'euros, comme les agriculteurs ont l'habitude par ailleurs, par exemple avec les mesures environnementales et climatiques. Mais là, on a rapidement vu dans la phase exploratoire que ça n'allait pas passer. Et ce qui les intéressait, c'était plutôt de l'eau plus que de l'argent. Et donc là est venue l'idée alors ce qui s'appelait au départ des droits d'eau dérogatoires, mais on a vu que le terme pouvait poser un peu problème. Aujourd'hui, on parle plutôt de volume garanti en cas de restriction. En gros, l'idée, c'est qu'un irrigant qui ferait des efforts en début de campagne, donc crédite des points sur son score de performance, et les plus performants, alors même qu'il y a des restrictions en cours, pourraient bénéficier de volume.
Alors, bien sûr, ça, c'est des choses. Là, on est dans de la prospective. C'est à valider avec la DDT et autres organismes. Mais ce qui nous intéressait, c'est de voir si jamais c'était proposé, comment les agriculteurs verraient ça. Donc, pour voir ça, on a fait une enquête en ligne auprès de 202 irrigants, de l'Authion, mais aussi de l'Aubance, parce que ça nous intéressait d'avoir un autre bassin où ils ne sont pas déjà en gestion collective. Et ils ont reçu une enquête, alors avec plein de questions comme assez traditionnelles pour pouvoir bien comprendre le contexte et notamment leur profil en tant qu'irrigant, et ce qu'on appelle les cartes de choix que vous voyez ici représentées avec ce tableau. Donc l'idée, c'est que chaque colonne représente une version du dispositif qui pourrait être mis en place, et la personne qui répond doit dire, moi je préfère le dispositif tel qu'il est présenté dans la première colonne, la deuxième, ou non, ça j'en veux pas, ça m'intéresse pas, je préfère comme c'est géré actuellement. Et il fait ce choix-là plusieurs fois. Et à chaque fois, les petits dessins dans ce tableau changent. Donc, je vais vous présenter maintenant, si tu peux aller à la page suivante, comment, plus concrètement, ça a été présenté aux irrigants qui ont répondu. Alors déjà, il fallait leur expliquer l'intégralité du dispositif, parce que certes, 9 avaient déjà testé, mais les autres en avaient peut-être entendu un petit peu parler dans le cadre de réunions avec la Chambre, mais pas beaucoup plus que ça. Donc il a fallu leur présenter cette architecture qui, vous voyez, est assez complète. D'une part, des outils tels que ceux qui ont été présentés par WINAT, qu'on peut qualifier de l'agriculture de précision, un compteur pour transmettre les données de consommation d'eau. Alors bien sûr, ils sont déjà équipés de compteurs, mais là, ce qu'on va interroger, c'est est-ce qu'un compteur connecté serait acceptable, sachant que pour que le dispositif fonctionne, il faut faire remonter de la donnée toutes les semaines. Or, à l'heure actuelle, ils ne font pas de remontée de la donnée toutes les semaines. L'application mobile dont Aquasi vous a parlé, et ce score de performance. Donc le score de performance aussi, vous l'avez vu, hein, c'est complexe, il y a beaucoup de choses. Donc pour nous, à ce stade-là, il a fallu simplifier. Et alors même qu'il y a un gradient et que le score évolue en continu, nous, on a fait le choix de simplement dire, en fait, si vous consommez moins d'eau que les besoins théoriques des plantes, alors vous allez être considéré comme performant. Mais derrière, il y a une complexité qui est bien plus grande que ça. Pour faire ce calcul du score de performance, là aussi, il faut de la donnée parce qu'il faut calculer les besoins théoriques des plantes. Et donc, pour ça, il faut que l'irrigant fasse remonter des informations liées à son assolement. Alors, soit ce qu'il fait déjà actuellement quand il demande son autorisation individuelle de prélèvement en disant j'ai tant d'hectares de telle culture, soit pour que le score soit un peu plus fin, on pourrait imaginer une déclaration d'assolement qui soit à la parcelle et en précisant la nature des sols de chaque parcelle. Donc ça permettrait par exemple, quelqu'un qui a des sols très sableux, de dire là peut-être que la performance elle est plus difficile à aller chercher et de prendre ça en compte. Donc là il y a un arbitrage entre fournir plus de données aux gestionnaires, mais en échange, enfin en contrepartie, on a peut-être un score de performance qui est plus fin et qui prend en compte les conditions de chacun. Et puis l'autre modalité, ce serait de dire on va donner accès aux gestionnaires à la donnée que par ailleurs les irrigants saisissent dans leur déclaration PAC, où on sait aussi qu'on a de l'observation satellitaire qui est disponible. Là, il s'agit juste d'une autorisation à partager ces données-là automatiquement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le paiement pour service environnemental, a priori, on a vu que c'était pas une modalité qui allait entraîner de l'acceptabilité. Donc là, on est parti sur le fait d'étudier seulement le cas de volume garanti en cas de restriction. Alors pour cela, tu peux passer à la slide suivante, mais on ne va pas lancer la vidéo, Henri. On a présenté dans le cadre de l'enquête, au départ, il y avait une vidéo qui présentait tout ça. Donc vous avez le QR code ici, on pourra peut-être vous l'envoyer par la suite si ça vous intéresse, pour que vous puissiez voir ce qui a été présenté aux irrigants, pour ensuite les interroger via ces tableaux sur leur acceptabilité. On peut passer à la diapo suivante. Alors, nous avons, grâce à l'aide de la Chambre d'agriculture que je remercie, récolté 202 réponses, dont 165 dans l'Authion. Donc ça fait à peu près 30% de taux de réponse sur les deux bassins. Vous voyez ici des statistiques décrivant les échantillons en termes de surface irriguée. Donc on est dans l'Authion sur un profil où à peu près la moitié de la surface de l'exploitation est irriguée. Vous voyez ici les volumes moyens consommés par hectare sur chacune de ces exploitations, la part de bio, à peu près 20% en Authion, et sans surprise, 43% des exploitants en végétal spécialisé. On peut passer à la diapo suivante. Donc les résultats que je vous présente ici, pas d'inquiétude, je vais vous expliquer comment on lit ce genre de graphique.
porte sur l'ensemble de l'échantillon. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, les irrigants de lotion, même s'ils ont déjà en OUGC, déjà habitués à la gestion collective, ne sont pas plus enclins ou plus désintéressés par ce dispositif que ceux de l'Aubance. Alors, ce qu'on voit globalement sur la première ligne, c'est qu'il y a une préférence pour le status quo, c'est-à-dire la gestion actuelle. Forcément, c'est un dispositif qui fait peur, mais ce qu'on calcule, c'est qu'il y a quand même 44% des irrigants qui voient l'intérêt et qui seraient intéressés. Par contre, ça dépend comment c'est organisé. Et on n'a pas des résultats très nets sur le consentement des irrigants à partager de la donnée sur leur assolement. On voit qu'il semble avoir quand même un intérêt pour la déclaration à la parcelle en précisant les sols parce que ça permettrait un score plus fin, mais c'est pas très très net. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un rejet du compteur connecté, mais un rejet encore plus fort s'il s'agit de relever manuellement son compteur ordinaire toutes les semaines. Ça paraît difficile pour les irrigants parce qu'ils sont habitués à le faire beaucoup moins fréquemment. Mais pour autant, ils ne sont pas non plus très enclins à aller vers le compteur connecté. Donc là, on voit que en termes d'opérationnalisation du dispositif, ça peut coincer parce qu'on a absolument besoin que cette donnée soit remontée pour le calcul du score de performance. Ce qu'on voit, c'est que les volumes garantis les intéressent, mais là, on est tout près de la ligne en pointillé, donc on est tout près du zéro. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, qu'on leur promette beaucoup ou pas beaucoup de volume en pourcentage de leurs besoins hebdomadaires en période de restriction, ça ne change pas grand-chose sur leur acceptabilité. Et pour l'instant, dans toutes les variables qui semblent expliquer l'intérêt pour le dispositif, ce qu'on voit, c'est que ceux qui anticipent que dans le futur, il y aura des restrictions beaucoup plus fréquentes et qui sont néanmoins confiants sur la capacité à être performants, sont plus intéressés par le dispositif que les autres. Donc là, c'est des résultats très préliminaires. On a fini de connecter les données il y a seulement 3 semaines, donc l'idée c'est d'aller plus loin pour qualifier qui est le plus intéressé. Tu peux passer à la diapo suivante. Sachant que, en fait, pour un tel dispositif, pour qu'il voit le jour, il faut que tout le monde y aille. Donc aujourd'hui, on évalue que 44% des irrigants seraient prêts à rentrer dans le dispositif. S'il est dans sa forme, on va dire, la plus avancée, c'est-à-dire avec un compteur connecté et des données d'assolement qui sont transmises automatiquement, même s'il n'y a pas de volume garanti. Par contre, si on propose des volumes garantis représentant 50% des besoins hebdomadaires, alors le taux d'acceptabilité monterait à 53%. Donc en gros, on est autour de la moitié des irrigants. Mais pour que ça marche, il faut que tout le monde y aille. Donc là, il reste un travail à faire sur qualifier qui sont ces irrigants qui sont le plus intéressés et comment on fait pour convaincre les autres si on peut montrer qu'un tel dispositif a un intérêt pour la gestion de la ressource et pour le maintien de la production agricole. Donc nous, on s'occupe juste de l'acceptabilité en tant qu'économiste, mais bien sûr, il reste aussi à faire la preuve du concept en termes de gestion de l'eau et de maintien de la production. Voilà, tu peux passer à la suivante. Et je crois que c'est Nicolas qui reprend la main. Oui, tout à fait. Merci Marianne. Donc, je vais vous synthétiser les principaux résultats observés sur ces 2 années d'expérimentation et derrière sur les réflexions qu'on a eues. Donc, déjà sur le cadre de la mise en œuvre, c'est bien ce qui a été dit, hein, toute compensation en euros est confrontée donc à une opposition, mais aussi à d'autres soucis techniques, notamment à la volatilité des cours des produits agricoles, qui font que pour avoir évalué une bonne compensation économique, c'est assez compliqué. Et puis aussi en fonction des différents types de cultures, ça se confronte à des marges brutes qui sont tout à fait différentes. D'autre part, la question des droits d'eau, en fait, il a été observé vraiment que c'est l'OUGC qui est le cadre privilégié parce qu'en tant que détenteur de l'autorisation de prélèvement, eh bien, il est en capacité de répartir les volumes d'eau. D'autre part, sur les conditions techniques, donc il faut un bon outil numérique intégrateur. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que la solution qu'a proposée Aquat6 le permet. Ça permet de gérer une grosse masse de données avec une gestion assez fine. Maintenant, sur le score des coefficients, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un indicateur qui reste encore à peaufiner, à affiner, mais ça reste quand même prometteur. Ce qu'il faut, c'est s'assurer quand même de la robustesse et de l'efficacité de ce score. Déjà, pour discriminer les différents types de pratiques,
Aujourd'hui, on a observé un peu sur les 2 années qu'on a vues, on avait du mal à bien discriminer l'ensemble du panel des agriculteurs, mais aussi sur donc la robustesse de la prise en charge, parce que si c'est utilisé dans un cadre réglementaire, il faut en effet s'assurer que ce score il soit fiable et représente réellement un effort fait par l'agriculteur. Il faut aussi être en mesure de prendre en compte l'ensemble des cultures irriguées, pas seulement le maïs. Donc, on a quand même des cultures plus mineures, spécialisées notamment, pour lesquelles on a moins de données sur les quantités d'eau nécessaires pour les mener à bien. Si bien que c'est compliqué d'avoir un indicateur fiable dans cette situation. Et puis, il faut que ce soit donc un indicateur qui doit être calculable avec un coût acceptable et ne pas être une surcharge administrative trop importante, notamment dans la déclaration des assolements, la déclaration des types de terres et la variabilité que peut connaître chaque exploitation à ce niveau-là. D'autre part, on a observé d'autres difficultés qui ont été évoquées notamment par Pierre de Winat. C'est la question aussi des capteurs, des soucis de réseaux de télécommunications et de transmission. Notamment, ce qui a été assez marquant, c'était on a eu de nombreuses difficultés avec les compteurs communicants. Ils étaient souvent enfermés dans des cabanes d'irrigation, bloqués par une tôle, des parpaings, et que les communications se faisaient mal et on avait du mal à récupérer la donnée. Il a fallu, dans quasiment toutes les situations, installer des antennes relais, des répéteurs pour avoir un signal qui passe, mais c'était quand même quelque chose de difficile. Donc, la prise en charge sur l'ensemble d'un bassin technique de la transfert de données est vraiment une question importante. Il y a aussi la question de la quantité de la fréquence de la remontée de la donnée. Cette peur a été ressentie aussi dans l'analyse, mais il y a un peu cette sensation d'être observé, un peu fliqué par les agriculteurs, et c'est quelque chose qui rend l'acceptabilité difficile, notamment s'il y a une donnée qui est retransmise en temps réel. On comprend tout de suite l'intérêt, par exemple, du contrôle vis-à-vis d'une restriction horaire, c'est-à-dire on peut tout de suite savoir si l'agriculteur a dépassé de 5 minutes la restriction, et ça fait un peu peur. Et puis derrière, il y a la sécurisation de l'appartenance de la donnée, c'est-à-dire la donnée, elle n'est plus vraiment dans les mains de l'agriculteur, mais elle est transmise à une entreprise tierce qui a géré et renvoyé la donnée donc à la Chambre de l'agriculture, certes, mais entre-temps, qu'est-ce qu'elle vient à donner, qui peut l'observer, c'est une question qui se pose. Et enfin, il y a aussi la condition de contrôlabilité. Si un indicateur a un rôle pour l'octroi de volume, eh bien, il faut qu'il soit fiable, contrôlable, assuré, répété dans des conditions identiques. Et donc, ça pose une vraie question. Et enfin, il y a l'accès aux données aussi qui était évoqué, et notamment l'observation satellitaire ou l'accès aux données PAC. Il faut quand même les accords des agriculteurs pour que ce type de données personnelles soient transmises. Donc, ça reste un dispositif qui pourrait être acceptable sous certaines conditions. Donc, la compensation pourrait être sous forme de volume d'eau, c'est ce qui est privilégié quand même comme conclusion comme enseignement de cette démonstration. Il faut s'assurer que les irrigants acceptent un partage de données. Après, mais ils peuvent être plus réticents sur le partage via des compteurs connectés, c'est ce qu'on a pu observer. Et enfin, l'intégration d'une telle gestion doit s'inscrire dans un cadre d'OUGC a priori, et ça peut faire l'objet d'un article dans un règlement intérieur qui est discuté vraiment entre la profession, la DDT, et pour s'assurer d'une gestion comme ça qui soit acceptée de tous et qui permette d'avoir une gestion globale sur tout un territoire et pas simplement quelques individus. Et comme ça aussi, ça a un vrai intérêt sur l'impact environnemental et la gestion de la ressource. Et enfin, il faut dire quand même que ce concept de score doit savoir être bien explicité, transparent,
et que ça ne doit pas apparaître comme un peu une boîte noire pour laquelle il y a pas de peu ou pas de compréhension. Voilà. On peut passer. Donc, je vais laisser la parole à chacun voilà, des intervenants pour donner un petit bilan rapide de ces 3 années d'expérimentation sur ces échanges qu'on a pu avoir. Donc, je te laisse, Marianne, la parole. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous, on est spécialiste des méthodes d'évaluation de l'acceptabilité, de programmes innovants. Donc, pour nous, c'était un cas d'étude particulièrement intéressant. On a trouvé aussi intéressante et originale la question autour de partager des données, une nécessité pour partager de l'eau. Et bon, on voit qu'il y a de plus en plus de travaux, de recherche, de R&D sur la place numérique pour la transition agroécologique. Donc là, on est vraiment dans cette question-là. Et on est ouvert à tester nos résultats sur d'autres bassins avec de la variation UGC, pas UGC, pression sur la ressource, pour voir dans quelle mesure le dispositif serait déployable à plus grande échelle. Merci. Du côté de Winat, c'est surtout l'intérêt de travailler avec des agriculteurs pour améliorer nos solutions, surtout dans leur prise en main. C'était intéressant d'avoir du coup les retours des utilisateurs sur 2 saisons qui sont très hétérogènes, avec du coup un pilotage d'irrigation qui est très différent. Voilà pour Winat. Pour Aquasys, pour ce projet, c'est un peu la cerise sur le gâteau de notre démarche sur l'irrigation collective. En fait, on se rend compte que le monde agricole est très demandeur pour des outils numériques dédiés à la gestion collective intelligente. Et donc, c'est un secteur dans lequel on investit beaucoup. La logique de score de performance, bon, elle est prometteuse, elle est fortement demandée par nombreux acteurs, que ce soit des acteurs réglementaires ou même des filières, qui sont à la recherche justement de certification de sobriété hydrique. Malheureusement, à ce stade, il y a encore beaucoup de travail pour disposer d'un indicateur robuste. Donc nos travaux, nos investissements, on les poursuit, mais dans une logique où le score est un peu secondaire. Par contre, on va pousser les efforts vers une répartition des autorisations qui soit plus précise, mieux fléchée, mieux en adéquation à la fois avec les besoins en eau des plantes et les disponibilités réelles des ressources. Et on le fait on va mobiliser pour cela de l'algorithmie, donc des algorithmes agronomiques et de l'intelligence artificielle pour la modélisation hydrique, afin d'être capable d'anticiper très tôt dans la campagne les équilibres entre les besoins et les disponibilités. Donc là, c'est une étape importante, non conclusive, mais néanmoins essentielle. Et en ce qui concerne la Chambre d'agriculture, on se rend compte quand même que cette expérimentation, c'est un nouveau pas en avant vers la numérisation et la digitalisation de l'usage de l'eau en agriculture. Donc, ça nous donne vraiment matière à réflexion et ça permet voilà, de développer, de diffuser cette numérisation de la gestion de l'eau. En plus, on se rend compte que ce type de dispositif, ça permet de donner de la visibilité, de justifier les usages de l'eau pour la profession agricole, qui est souvent décriée, parfois sur l'irrigation. Donc, pouvoir justifier chaque mètre cube utilisé, c'est vraiment quelque chose qui est important. On peut avancer, voilà. Donc, en termes de livrables, il y aura un rapport de synthèse qui est en cours de construction, qui sera fourni, qui va rappeler les objectifs, le concept, pourquoi le bassin de l'Othion comme territoire test, les choix qui ont été faits, l'expérimentation bien entendu, et les résultats de l'étude socio-économique, et avec les propositions de contractualisation et les conclusions de l'expérimentation. Il sera mis à disposition au niveau du drive du projet. D'autre part, il y aura plus de livrables sur l'ensemble du projet Climavège, sur le lien qui est proposé, sur toutes les tâches qui ont été faites dans ce cadre de ce projet. Parmi les perspectives, en fait, alors ce projet Climavège touche à sa fin, mais derrière, on continue à travailler
et notamment la Chambre d'agriculture a été lauréat du projet ACT au niveau de l'appel à manifestation d'intérêt France 2030. Et un des axes de ce projet est sur la gestion de l'eau, justement un peu innovante, avec un test sur le territoire de l'Aubance qui a été enquêté par Marianne au niveau de l'Université d'Angers. On continue à travailler donc avec Aquasis sur la modélisation prédictive des prélèvements, le monitoring à la fois piézométrique des nappes et dimimétrique avec des modélisations prédictives de la ressource et en couplant les visions entre voilà, les besoins des plantes, le respect des objectifs environnementaux et puis la modélisation des ressources. Donc on va continuer à travailler sur la robustesse d'un indicateur qui va rester une base de calcul mais qui ne sera pas le seul critère de travail. Et on va travailler aussi collectivement avec les agriculteurs sur les modalités de gestion à mettre en œuvre dans le cadre d'une gestion collective qui va permettre justement de prendre en compte le niveau de disponibilité de la ressource, les pratiques des agriculteurs et puis les attributions de volume. Et donc, il y a aussi tout un travail juridique qui va être proposé pour proposer un cadre possiblement modifié de l'OUGC qui a certaines contraintes juridiques assez strictes qui permettent de mettre en œuvre justement une gestion innovante basée sur les niveaux de la ressource, mais aussi sur les pratiques des agriculteurs et les besoins des plantes. Non, pour conclure, Henri, je te remercie aussi pour la coordination voilà, qui a permis la bonne réalisation de cette expérimentation. On a appris, voilà, on a eu des résultats plus ou moins conclusifs, mais qui sont toujours intéressants parce qu'ils nous permettent de, voilà, de nous projeter en avant et de voir quels travaux à faire pour améliorer, Je disais en fait, tout ce que, voilà, ce qui a été fait ces 3 dernières années. Bah, merci à tous pour. Oui, à moins que vous voulez prendre un mot. Marianne, Pierre, si vous voulez dire un mot. Non, c'était pour dire au revoir, merci. Pareil, tout pareil. Merci. Merci, au revoir tout le monde. Et joyeuses fêtes de fin d'année à tous.